Bonjour à tous. Prise illégale d'intérêt, un véritable cauchemar pour les élus. Fin 2008, un maire qui présidait une association locale a été condamné pour prise illégale d'intérêt car son association bénéficiait des subventions de sa commune. Une jurisprudence encombrante pour le rapporteur du texte qui voit un frein à l'action des élus qui craignent d'être condamnés. C'est donc pour limiter les risques de poursuites pénales que le sénateur Bernard Sauger a déposé la proposition de loi examinée ce matin. Un texte aux allures de sujet de philosophie pour candidats au baccalauréat. Il s'agit de remplacer la notion d'intérêt quelconque par celle d'intérêt personnel. Un élu ne serait alors condamné uniquement s'il retire un bénéfice personnel. Mais en ces temps où l'on prône la République irréprochable, le gouvernement craint que l'opinion ne perçoive ce texte comme un nouveau passe-droit accordé aux élus. Tout de suite, donc, direction l'hémicycle. Très bonne séance. L'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt des élus locaux, présentée par M. Bernard Sauger. Dans la discussion générale, la parole est à M. Bernard Sauger pour l'UMP, auteur de la proposition de loi. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, je ne vais pas être très long car Anne-Marie Escoffier et mon collègue Pierre-Yves Collombat compléteront cette proposition de loi. Je voudrais simplement vous donner quelques idées forces. Actuellement, dans la loi qui nous préoccupe, il y a tout élu ayant un intérêt quelconque. Et c'est ce mot « quelconque » qui nous pose problème en ce qui concerne les prises illégales d'intérêt, car il est trop général. Et en fait, cette proposition de loi, contrairement à ce que certains peuvent penser, n'est pas pour protéger des élus, c'est pour que les élus honnêtes ne soient pas importunés, et c'est pour que les élus qui pourraient exister et qui sont des élus voyous, j'allais dire, puissent être condamnés. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelquefois. Et donc, le résultat, c'est que nous voulons cette proposition de loi pour essayer d'améliorer les choses. Mieux réprimer la recherche d'un intérêt personnel. C'est quelque chose qui est très important pour nous dans notre esprit. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister, c'est qu'il y a sur cette proposition de loi deux pères spirituels, Pierre-Yves Collombat et moi-même. J'ai fait la proposition de loi en mon nom puisque c'était un créneau UMP, mais je veux y associer mon collègue et ami Pierre-Yves Collombat car nous avions eu cette idée ensemble au moment de la loi sur la simplification du droit, pas celle qui est en préparation, mais la dernière que nous avons votée. Et pour éviter que ce soit considéré comme un cavalier, pour alourdir les choses, etc., nous avons préféré en faire une proposition de loi indépendante. Troisième point, vous l'avez compris, je pense, mais je tiens à appuyer sur cela, à mettre les points sur les i, nous sommes attachés au maintien de la répression du délit de prise illégale d'intérêt, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et là, je veux donner un exemple qui est maintenant fameux, puisque j'en ai parlé en commission des lois, etc., et chaque fois que nous avions l'occasion d'en débattre, c'est l'histoire d'un maire. Un maire qui fait voter dans son conseil municipal des subventions pour les associations culturelles, sportives de sa commune. Prenons peut-être le cas du club de sport de sa commune. Donc il fait voter une subvention comme d'habitude, et il ne s'est pas méfié que dans ce club de sport, son petit-fils était joueur de football. Et avec un magistrat prenant la loi au pied de la lettre, et croyez-moi, ça existe quand même, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, eh bien, il peut être condamné pour prise illégale d'intérêt, alors qu'il n'a pas mis, évidemment, un centime d'euro dans sa poche. Alors certains disent, c'est pas essentiel, les cas sont rares.
Et moi je dis non, parce que sur les 3 dernières années qui ont été recensées, c'est-à-dire 2005, 2006 et 2007, nous avons eu 44 cas en 2005, nous en avons eu 51 en 2006, nous en avons eu 49 en 2007. Et sur ces 3 années, il y a eu 13 emprisonnements avec sursis, il y a eu 21 amendes et il y a eu 5 personnes seulement qui ont été dispensées de peine. Alors, le 6e point sur lequel je voudrais faire porter l'accent, c'est une idée répandue. Quelquefois, lorsque vous êtes président de conseil général ou régional ou maire, vous pouvez dire à la personne qui fait partie d'un organisme, d'une association, etc., vous ne prenez pas part au vote parce que ça pourrait être gênant. Et ne croyez pas pour autant que la personne n'est pas menacée. Donc, la personne n'est pas protégée pour autant, malgré cette précaution. En fait, ce sont les poursuites, les harcèlements moraux, et non les condamnations qui posent problème. Et je crois qu'il faut que nous montrions maintenant un véritable courage politique. J'ai cru savoir que la chancellerie avait eu quelques réticences à un certain moment. Je pense que, si vous voulez, je crois savoir que c'est parce que maintenant on est un petit peu au siècle de la vitrine. On gouverne avec les médias, on gouverne avec les sondages. C'est un peu la maladie du siècle. Et en 2000, lorsqu'avec ces arguments la loi Fauchon aurait été présentée, eh bien elle n'aurait jamais été votée. Et je pense, si vous voulez, vous le savez, vous qui êtes en contact avec tous les élus de votre département, vous savez combien cette loi Fauchon a été appréciée. Elle n'a pas donné lieu à des débordements. C'est la façon de s'en servir qui compte. Donc pour toutes ces raisons, je crois qu'il faut que nous acceptions de voter les uns et les autres cette proposition de loi. Et enfin, cerise sur le gâteau, la chambre criminelle de la Cour de cassation a, par une interprétation stricte de la loi pénale, récemment confirmé la condamnation d'un maire adjoint et d'un conseiller municipal pour avoir participé à la décision d'attribution de subventions à des associations municipales qu'il présidait ès-qualité, bien qu'il n'en ait tiré aucun profit personnel et qu'il n'en soit résulté aucun préjudice pour la collectivité. Je vous renvoie à la chambre criminelle de la Cour de casse du 22 octobre 2008. C'est bien donc la généralité des termes du texte d'incrimination reposant sur la notion d'intérêt quelconque qui conduit à placer sous le coup de la loi pénale des comportements pourtant strictement conformes à l'intérêt général. Et alors, à la place de ce mot intérêt quelconque, nous vous proposons de mettre tout élu ayant un intérêt personnel distinct de l'intérêt général. Comme cela, les honnêtes élus qui sont légion ne seront pas importunés et ceux qui voudraient tricher seront embêtés. Et je crois que c'est une très bonne chose comme ça. J'ajoute enfin que verbalement, Madame la garde des Sceaux, à qui j'avais posé la question pour dire, mais enfin, comment ça se fait qu'il y a des réticences à la chancellerie, m'a dit qu'elle n'était pas au courant d'abord de l'affaire, et lorsqu'elle a été au courant, elle m'a retéléphoné pour me dire qu'elle soutiendrait cette proposition de loi. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Madame Anne-Marie Escoffier, rapporteure de la Commission des lois. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, mon cher Bernard Sauger, que je ne vois plus. Pardonnez-moi. La proposition de loi que j'ai l'honneur de présenter devant vous ce matin s'inscrit dans une actualité brûlante qui nous fait toucher du doigt l'impérieuse nécessité de mesurer les conséquences de la jurisprudence la plus récente sur le délit de prise illégale d'intérêt. Une actualité qui donne raison à l'initiative prise par notre collègue Bernard Sauger de vouloir mieux définir le délit de prise illégale d'intérêt prévu par l'article 432-12 du Code pénal. Nombreux sont les élus, les fonctionnaires,
toutes les personnes exerçant une fonction publique à s'émouvoir des conséquences que pourrait emporter la jurisprudence de la Cour de cassation dans son arrêt du 22 octobre 2008, Ville de Bagneux, si elle devait être appliquée brutalement et sans discernement à des comportements qui n'auraient jamais eu l'intention de violer la loi. Cette proposition, loin de vouloir affaiblir le droit et protéger les élus et agents publics, veut tout au contraire sanctuariser le devoir de probité, valeur fondamentale de notre République à laquelle chacun de nous, citoyens comme élus, est viscéralement attaché. Elle veut concilier deux impératifs garants de notre vie démocratique, la neutralité qui s'impose à tout agent public et la sécurité juridique qui lui est due en contrepartie. Tel était d'ailleurs l'objectif du délit de prise illégale d'intérêt, un délit qui s'inscrit dans un vieux principe déjà connu du droit romain, repris dans deux ordonnances de Saint-Louis puis de Charles VI, puis dans le Code pénal de 1810. Seul son nom en a été modifié, puisque au délit d'ingérence s'est substitué celui de prise illégale d'intérêt. Quel que soit ce nom, il a toujours voulu conforter la neutralité des personnes exerçant une fonction publique qui se voient interdire la prise d'intérêt dans les affaires placées sous leur surveillance. Au terme de l'article 432-12 du Code pénal, le délit n'est constitué qu'autant que les justiciables, en raison de leur fonction, ont pris, reçu ou conservé, et je reprends les termes mêmes de la loi, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération dont ils ont, au moment de l'acte, en tout ou en partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. Les mots utilisés pour caractériser le délit portent en eux toute l'ambiguïté que dénonce la proposition de loi. La surveillance peut aller jusqu'à être interprétée comme une simple association au processus de décision et se réduire à de simples pouvoirs de préparation ou de proposition de décision prises par d'autres, comme l'a jugé la Chambre criminelle en Cour de cassation par un arrêt du 14 juin 2000. Quant à l'intérêt quelconque, il peut être de nature matérielle ou morale, direct ou indirect, indépendant même de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel, et sans contradiction nécessaire avec l'intérêt communal. Il faut bien admettre qu'en élargissant ainsi la notion d'intérêt quelconque, le juge considère que l'infraction est considérée, même s'il n'en résulte ni profit pour les auteurs, ni préjudice pour la collectivité, l'élément moral du délit résultant de ce que l'acte a été accompli sciemment, sans qu'il y ait forcément intention frauduleuse. On mesure dès lors l'épée de Damoclès qui pèse sur la tête de ces agents publics, soumis au quotidien à des processus de décision qui entrent pleinement dans le champ de cet article 432-12 du Code pénal. D'autant que les sanctions ont été aggravées dans le nouveau Code pénal, qui, au-delà des 5 ans d'emprisonnement et des 75 000 € d'amende, prévoit des peines complémentaires dès lors qu'il y a manquement au devoir de probité. S'ajoute ainsi une interdiction des droits civiques, civils et de famille pour une durée maximale de 5 ans, une interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale dans le même cadre que celui qui a donné lieu à infraction, et ce, à titre définitif ou pour 5 ans, la confiscation des sommes ou objets irrégulièrement reçus ou détenus, une incapacité électorale de 5 ans telle qu'introduite par la loi du 19 janvier 1995 dans l'article L7 du Code électoral. Certes, il faut bien admettre que statistiquement parlant, et Bernard Saugé l'a rappelé tout à l'heure, le nombre des condamnations n'est pas excessif. 50 condamnations environ par an sur les dernières années de référence, 2005, 2006, 2007, dont 14, puis 19, puis 10 à l'encontre des élus. Il faut ajouter qu'avec pragmatisme, le législateur a prévu des atténuations,
mais des atténuations pour les seules communes de 3 500 habitants ou moins, sous réserve que dans tous les cas, l'ensemble des décisions soient prises en toute transparence. Il n'en reste pas moins qu'en dépit de cet assouplissement, la rigueur des sanctions, même atténuées, a des conséquences lourdes sur les agents publics, marquées par un soupçon indélébile, aux conséquences très lourdes, y compris au plan psychologique. Enfin, il n'aura échappé à personne que le Conseil constitutionnel, dans sa toute récente décision du 11 juin 2010, a déclaré contraire à la Constitution l'article L7 du Code électoral relatif à l'interdiction d'inscription sur la liste électorale, décision qui vient conforter la position de l'auteur de la proposition de loi et celle de votre rapporteur. Cette proposition de loi, je voudrais le préciser ici, avait été, dans son contenu, présentée par notre collègue Pierre-Yves Collombat à l'occasion de l'examen d'un texte de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, mais n'avait pas été retenue car inopportune dans ce texte. Bernard Saugey l'a expliqué tout à fait et rappelé d'ailleurs que c'était un texte qui, même s'il venait de lui, était fait en parfaite cohérence entre vous deux. Cette double démarche, tant de M. Collombat que de M. Saugey, de nos deux collègues, montre à l'évidence l'intérêt du texte qui nous est soumis. Je veux redire que derrière ce texte, il y a le devoir exigeant, impératif, de concilier en pratique deux points de vue, celui de la loi et celui du juge, avec l'interprétation extensive qu'il fait de la dite loi. Devoir exigeant, impératif, je le redis, si l'on veut éviter un blocage inévitable de toute action administrative. Nous sommes, Monsieur le Ministre, vous, tous les élus ici et moi-même, nous savons ce que veut dire prendre ses responsabilités. Je suis conseiller général, membre de la commission d'appel d'offres relative au transport scolaire. Je délibère donc pour choisir les transporteurs qui assurent le transport des élèves. Heureusement, mes petits-enfants ne bénéficient pas de ce transport. Sinon, je demande et j'obtiens, toujours en qualité de conseiller général, des subventions pour les associations et clubs sportifs de mon canton. Mes petits-enfants, encore une fois, heureusement, ne jouent ni au foot ni au basket dans les clubs de mon canton. Sinon, je serai prise en défaut et coupable de prise illégale d'intérêt. N'y a-t-il pas aussi quelque hypocrisie à croire que parce que l'on ne prendra pas part aux délibérations de l'exécutif ou que l'on quittera momentanément la salle des délibérations pour ne pas participer ni au débat ni au vote, on sera à l'abri d'une potentielle prise illégale d'intérêt? Chacun, à la commission des lois, s'est accordé à reconnaître d'abord l'absolue nécessité de maintenir la répression du délit de prise illégale d'intérêt, et nous y insistons, mais en contrepartie, la tout aussi nécessaire obligation de clarifier la notion d'intérêt quelconque. Chacun et chacune a pu illustrer d'exemples vécus sur son territoire les excès auxquels pourrait conduire une application immodeste de la loi. C'est pourquoi, unanimement, notre commission a voulu attribuer un éclairage plus juste en concentrant la répression sur les comportements relevant des manquements à la probité. Le texte retenu, intransigeant sur le respect du critère incontournable, essentiel de probité, se veut doublement protecteur de la neutralité de l'agent public en réprimant les actes qui s'en écarteraient et en stigmatisant le risque délictuel. Monsieur le ministre, les élus, dépositaires de l'autorité publique, les personnes chargées d'une mission de service public ou encore les personnes investies d'un mandat électif public se veulent et le sont dans leur grande majorité. Il suffit de revenir aux statistiques que j'ai évoquées tout à l'heure, comme Bernard Saugey, se veulent exemplaires. Apportons-leur la preuve de la confiance que nous leur faisons. Disons-leur, à toutes et tous, notre volonté de les aider à faire fonctionner
harmonieusement nos institutions, à ne pas paralyser l'action administrative, surtout à un moment où se multiplient les structures locales, où se développe l'intercommunalité, où les associations sont plus que jamais nécessaires. Le texte proposé par notre collègue Bernard Saugé a paru à l'ensemble des membres de notre commission un texte d'équilibre, de bon sens et raisonnable. Seul son intitulé a été modifié pour mieux identifier les bénéficiaires de ces dispositions. Sous cette modification, le texte a été adopté par notre commission à l'unanimité. Je vous propose, chers collègues, de suivre son avis. Merci, ma chère collègue. Je donne maintenant la parole à Monsieur Jean-Marie Bockel, secrétaire d'État à la Justice. Bonjour Madame la Présidente. Voilà, Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur, Bernard Saugé, Monsieur l'auteur de la proposition, pardon, Bernard Saugé, Madame le rapporteur, chère Anne-Marie Escoffier, qui inaugurait aujourd'hui cette mission de rapporteur, fort bien d'ailleurs. Vous me rendez la tâche ardue, somme toute. Je me dois, avant de vous faire connaître la position du gouvernement avant l'examen de ce texte, de vous donner les raisons pour lesquelles il y a matière à débat et les raisons pour lesquelles j'étais porteur en commission des lois le 2 juin dernier d'un certain nombre de questions, d'interrogations et aussi de rappels utiles. Mais je voudrais dire, et j'aurais aimé le dire devant le président de la commission des lois, mais vous le lui répéterez, que cet échange que nous avons eu il y a 3 semaines en commission des lois, de mon point de vue particulièrement éclairant, fructueux, y compris d'ailleurs sur des points controversés où on peut avoir une analyse différente, mais où il était important que j'entende votre point de vue, étayé, y compris par la jurisprudence, eh bien on a la démonstration que ces auditions de membres du gouvernement en commission des lois, même si je le sais, la commission des lois a une grande capacité à se suffire à elle-même, tant les talents y sont nombreux et riches, mais je pense que ce dialogue au stade de la commission a son utilité. En tout cas, aujourd'hui, on en a la démonstration. Et en ce qui me concerne, je ne regrette pas d'être venu en commission le 2 juin dernier. Je pense que cet échange en commission, et ça vaut tous les coups de téléphone ou échanges de couloir, qu'on peut toujours interpréter ou contester, eh bien, nous a également permis, au niveau du gouvernement, de la chancellerie, du Premier ministre et de ses services, eh bien, d'avoir des échanges, de prendre en compte un certain nombre d'arguments et aujourd'hui d'arriver en séance avec la position que j'exprimerai tout à l'heure. Ces remarques importantes étant faites, je me permets tout de même de reprendre un certain nombre de réserves que j'ai eu l'occasion d'exprimer en commission et que je me dois d'exprimer aussi parce qu'elles font partie du débat. Et ce débat n'est pas aussi tranché qu'il n'y paraît, j'en conviens volontiers, mais convenez-en également. D'abord, je rappelais, Monsieur le Président, à l'instant, mais vos collègues vous le diront, l'intérêt que notre échange du 2 juin en commission a eu. Et de manière générale, l'intérêt donc de ce type d'échange en commission, qui vaut tous les échanges de couloir, si intéressants soient-ils par ailleurs. D'abord, la modification. Mais c'est ce que j'étais en train d'expliciter. Mais vous savez, je n'ai pas été parlementaire si longtemps, y compris sénateur, pour rien. Ça crée une culture, un état d'esprit, un respect. Absolument. Donc, je reprends néanmoins un certain nombre d'arguments que vous devez avoir à l'esprit. Tout d'abord, la modification proposée consistant à remplacer un intérêt quelconque par un intérêt personnel distinct de l'intérêt général nous semblait effectivement juridiquement inutile.
Comme vous le savez, ce n'est pas une position nouvelle de la chancellerie qui avait déjà émis des réserves identiques à propos de la proposition similaire, et vous y avez fait allusion, monsieur l'auteur de la proposition, monsieur Sauget, de monsieur Pierre-Yves Collombat. On avait déjà eu ce débat. L'article actuel 432-12 du Code pénal a repris la rédaction de l'article 175 de l'ancien Code pénal relatif au délit d'ingérence et devenu en 1994 le délit de prise illégale d'intérêt. Les termes inchangés, quelque intérêt que ce soit, sont devenus une notion clairement connue de tous les professionnels. Et la loi pénale, c'est vrai, gagne aussi à être stabilisée au moment où l'on critique ces incessants changements. Et il en va aussi d'une sécurité juridique que tous les praticiens appellent de leur vœu. Je sais que vous répondez à cela, qu'un certain nombre de décisions qui font aussi partie de la jurisprudence, que vous avez d'ailleurs rappelé, Madame Escoffier, font que cette sécurité n'est peut-être pas aussi importante que cela, notamment du point de vue des élus. Je suis capable de l'entendre. Je vais également vous inviter à vous référer à la jurisprudence de la Cour de cassation. Cette infraction, et c'est vrai que la Cour de cassation, ça n'est tout de même pas rien, ne sanctionne qu'un comportement d'ingérence et en aucun cas l'objectif poursuivi ou le résultat escompté par l'auteur des faits, en conséquence de quoi la modification, sur ce point précis, n'apporte pas de valeur ajoutée, mais j'ai compris que là n'était pas votre souci principal. Bon, l'argument de la paralysie de l'action publique en raison d'une mise en cause systématique des élus, je ne vais pas trop le développer, puisque vous-même, au fond, l'un et l'autre, d'ailleurs, vous reprenez le même argument que moi sur le peu d'affaires de condamnation pour arriver à des conclusions opposées, mais sur lesquelles nous finirons par nous rejoindre. Donc je ne vais pas reprendre ces chiffres, vous pour dire que finalement le phénomène peut être traité sereinement, nous pour dire que finalement on ne doit pas tant craindre l'état actuel de la jurisprudence, mais ce sont des arguments effectivement qui comment dirais-je, peuvent être interprétés dans les deux sens. En tout cas, pour éviter le risque que les élus locaux désertent les instances décisionnelles des associations parapubliques subventionnées, je veux tout de même rappeler, car cela existe, que l'article L. 1524-51 du Code général des collectivités instaure une présomption de désintéressement au profit de l'élu. Et les élus donc représentant une collectivité territoriale au conseil d'administration ou de surveillance d'une société d'économie locale, c'est mon cas également, peuvent, et depuis longtemps, peuvent ainsi prendre part au vote de l'Assemblée délibérante sans pour autant être considérés comme intéressés à l'affaire. C'est tout de même une sécurité importante pour éviter le danger mis en avant. Mais je reconnais, en vous écoutant, car j'écoute aussi, qu'il y a, malgré ce que je viens de dire, une réelle insécurité juridique liée à un certain nombre de décisions qui sont parfois difficiles à comprendre, mais qui existent et qui, du coup, évidemment, affaiblissent l'argument réel, pour autant, que je viens de développer. Au fond, nous sommes dans une situation plus complexe que les uns et les autres, nous pouvions le penser au départ. Vous devez avoir à l'écoute ce que je dis pour que votre démarche soit solide et puisse s'inscrire dans la durée. Et moi, au nom du gouvernement, je dois savoir également entendre les réelles inquiétudes que vous mettez en avant et qui justifient cette proposition. Alors, il y a l'autre question que nous avons également évoquée en commission, qui vous avait d'ailleurs fait bondir, et donc je la formulerai de manière différente, parce que j'ai également su vous écouter, et ce d'autant plus que je comprends parfaitement votre sensibilité sur ces questions. La modification qui recouvre un champ plus restreint que l'intérêt quelconque visé par l'actuel article du Code pénal doit être, je ne dis pas pourrait ne pas être comprise, je dis doit être comprise par nos concitoyens. Nous avons donc, ensemble, dans un contexte que vous connaissez tous, qui n'est pas des plus simples, un devoir d'explication, de pédagogie, en direction de nos concitoyens, des médias qui, évidemment, commenteront nos décisions,
Et il suffira peut-être de prendre des exemples aussi, comme vous l'avez fait. Les exemples évoqués par Madame le rapporteur, je les connais et je ne les ignore pas. Mais soyons tout de même d'accord pour dire que nous avons besoin de bien nous faire comprendre. Et vous êtes des parlementaires suffisamment chevronnés, expérimentés, pour savoir que ce n'est pas toujours facile. Surtout dans le contexte. Ah, vous êtes là? Je vous cherchais tout à l'heure parce que plusieurs fois je voulais m'adresser à vous, Monsieur l'auteur, et j'entends, je me dis quand même, il y a un fonctionnaire qui parle dans mon dos, mais non, c'est le secrétaire. Me voilà rassuré. Bon, allez, je me rediscipline et je poursuis et j'achève mon propos. Cette nouvelle définition, en effet, vous l'avez compris, risque d'être perçue comme floue. L'intérêt personnel est nécessairement distinct de l'intérêt général. Je veux également rappeler que l'infraction de prise illégale d'intérêt vise à garantir l'impartialité et la neutralité de l'élu. Elle n'est pas érigée aux seules fins de prévenir la vénalité des élus, mais d'assurer leur devoir de probité, ce que vous avez d'ailleurs vous-même rappelé tout à l'heure. Nous sommes là-dessus d'accord. En outre, la rédaction actuelle de l'article 432-12 du Code pénal astreint les élus à un désintéressement absolu afin de faire échec à toute suspicion de partialité. C'est également le point de vue que vous développez, donc là-dessus nous pouvons nous retrouver. J'ai compris aussi, et je veux le répéter encore une fois, que j'étais arrivé en commission, d'autant que les problèmes que vous évoquez, moi je ne les avais pas rencontrés, ni de près ni de loin, et donc j'étais venu vous exposer en commission que, au fond, pour échapper à la sanction, les élus doivent s'abstenir de toute présence directe ou indirecte à une réunion de l'Assemblée locale au cours de laquelle est adoptée une délibération attribuant des subventions à des associations qu'ils peuvent présider. Mais j'ai compris que nous n'avions pas là une sécurité absolue en vous écoutant, en écoutant les exemples que vous avez cités. Et c'est ce qui m'a amené également dans le débat interministériel que nous avons eu, et bien sûr également au niveau de la chancellerie, à prendre en compte, au fond, cette réalité qui existe aussi. En tout cas, il est essentiel que la probité apparaisse clairement. C'est l'objectif auquel, évidemment, nous voulons tous parvenir à travers ce texte. Faisons donc ensemble un bon travail et un travail qui soit compris par nos concitoyens. Je pense, si je le dis, c'est pas par crainte. Je suis au-delà de cela, mais nous avons tout de même en mémoire le débat récent autour de la présomption en matière d'abus de biens sociaux. Donc il y a tout de même des exemples de débats qui parfois n'ont pas été aussi bien compris que nous l'aurions souhaité. Je pense que si nous parvenons à un bon texte, et tous les éléments existent pour qu'il en soit ainsi, nous serons également confortés dans notre démarche européenne et internationale, parce que naturellement, par rapport à ces objectifs de probité, de transparence, de clarté, etc., nous sommes aussi dans un dialogue avec nos partenaires, naturellement, et il y va aussi de l'image de la France. Et je peux témoigner ici pour être souvent dans les instances européennes ou internationales, d'ailleurs, pour porter également notre modèle de droit. Je l'ai encore fait il y a quelques jours. Vous dire qu'il y a là aussi un enjeu pour nous-mêmes, donc nous devons avoir cet aspect des choses à l'esprit. Mesdames et Messieurs les sénateurs, au vu de tous ces éléments, et après vous avoir fait connaître au nom du gouvernement nos observations, nos préoccupations, et ce qui explique que notre position de départ, telle qu'exprimée en commission, n'était pas une position aberrante ou irrespectueuse de votre travail ou déconnectée de la réalité, c'était une approche de la réalité. Nous avons écouté votre approche de la réalité. Nous avons déjà eu une amorce de dialogue. Et c'est la raison pour laquelle, au moment où vont débuter les débats autour de cette proposition de loi, je veux, au nom du gouvernement, vous dire que je suis mandaté pour m'en remettre à la sagesse du Sénat. Je vous remercie. Merci. Merci, Monsieur le Ministre. Dans la suite de la discussion générale, la parole est à Monsieur Yves Détraigne, au titre de l'Union centriste.
Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, on ne peut pas, d'un côté, dénoncer la désaffection pour le politique et, de l'autre, rendre l'exercice des mandats parfois impossible. De même qu'il est évidemment intolérable que des élus profitent de leurs fonctions pour s'octroyer des avantages personnels. C'est tout l'enjeu du présent débat. Un enjeu qui questionne la nature même de la démocratie, en particulier locale, sa déontologie et les conditions de sa concrétisation. Le débat n'est pas nouveau, puisque c'était déjà exactement la problématique de la loi du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, dite loi Fauchon, du nom de notre collègue de l'Union centriste. Bernard Saugé l'a évoqué tout à l'heure. J'ai écouté attentivement Monsieur le ministre tout de suite. Que n'a-t-on pas dit à l'époque du débat sur cette loi Fauchon? Il s'agissait d'une auto-amnistie des élus qui voulaient se protéger, etc., etc. Mais tout le monde, ou presque tout le monde, convient aujourd'hui qu'on est parvenu à un certain équilibre. Et c'est vrai qu'on en était arrivé il y a une dizaine ou une douzaine d'années avant que cette proposition de loi soit examinée à des excès absolument insupportables. Aujourd'hui, on convient qu'il y a un équilibre et je ne doute pas qu'avec cette proposition de loi dont j'attribuerai la paternité non seulement à Bernard Saugé mais à Pierre-Yves Collombat si j'ai été bien attentif, eh bien nous arrivions à un même équilibre. En 10 ans, cette loi Fauchon elle est devenue, je dirais, un stabilisateur de la vie démocratique locale parce qu'elle a su établir cet équilibre satisfaisant que je souhaitais au début de mon intervention entre responsabilité politique et responsabilité pénale des élus. C'est donc la même question qui nous est posée aujourd'hui, une question d'équilibre. La proposition de loi, en recadrant la prise illégale d'intérêt, rétablit un équilibre qui a été rompu entre nécessaire sanction de la prise illégale d'intérêt et l'exercice normal des mandats. Et je crois que cela s'imposait. Le premier alinéa de l'article 432-12 du Code pénal, je le rappelle, définit ce délit. Alors c'est un petit peu long, c'est un petit peu rébarbatif la définition, mais je crois qu'il faut la rappeler. Ce délit de prise illégale d'intérêt est défini comme le fait, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par une personne investie d'un mandat électif public, de prendre, recevoir ou conserver directement ou indirectement un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement. En clair, on se demande où est la marge de manœuvre de l'élu, quand peut-il intervenir sans prendre de risques. Or, l'interprétation faite de ce texte par le juge est devenue très problématique. Je ne veux pas généraliser, mais elle est devenue, dans un certain nombre de cas, très problématique. On le sait. Parce qu'il présidait des associations ayant bénéficié de subventions communales, des élus municipaux ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt alors qu'ils n'en avaient pas retiré le moindre profit à titre individuel. Anne-Marie Escoffier, d'ailleurs, l'a parfaitement illustré dans les exemples qu'elle a cités dans son intervention. Cette jurisprudence ne tombe pas du ciel. Elle tient, je crois, au caractère particulièrement flou de l'un des termes clés du texte de loi, celui de l'intérêt quelconque. Il faut avoir un intérêt quelconque dans une entreprise ou une opération pour que le délit soit constitué. Dans ces conditions, rien d'étonnant en réalité à ce que le juge ait pu interpréter l'intérêt sanctionné comme, d'une part, indépendant de la recherche d'un gain ou de tout autre avantage personnel, et d'autre part, non nécessairement en contradiction avec l'intérêt communal. Seulement voilà. Cette interprétation place les élus locaux dans une situation particulièrement délicate, dans la mesure où il leur incombe souvent de représenter ès qualité leur collectivité dans des organismes extérieurs qui concourent à l'action publique locale. On en arrive à une situation de blocage, une logique, je dirais, de l'absurde, qui, poussée à l'extrême, conduit les élus à encourir une sanction pénale par la seule nature des fonctions dont ils sont investis. Il y a donc bien incompatibilité entre l'exercice normal du mandat et la répression, entre guillemets, organisée par l'article 432-12, rupture de l'équilibre entre administration territoriale et sanction pénale. Force est de constater que la présente proposition de loi rétablit l'équilibre rompu.
en redéfinissant plus précisément la prise illégale d'intérêt comme relevant d'un intérêt personnel distinct de l'intérêt général, elle exclut du champ de la répression les élus siégeant ès-qualité comme représentants de leur collectivité au sein d'instances extérieures, dans la mesure où ils n'y prennent pas d'intérêt personnel distinct de l'intérêt général. C'est donc un texte court, certes, il est rare qu'on examine des textes aussi courts, mais je le crois efficace et qui répondra parfaitement à un problème concret et que le groupe de l'Union centriste votera sans hésiter. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Pierre-Yves Collombat, au titre du groupe socialiste. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, chers collègues, Bernard Sauget et notre rapporteur, que je remercie, ont parfaitement exposé les buts de cette proposition de loi, clarifié, en la précisant, la notion d'intérêt délictueux afin de sécuriser l'action de ceux auxquels a été confiée la gestion des affaires publiques, sans baisser la garde, s'agissant de leurs éventuels manquements au devoir de probité. Je me bornerai donc à revenir sur quelques points qui me semblent essentiels et qui expliquent notre adhésion totale au texte qui nous est proposé. Premier point. Le délit de prise illégale d'intérêt concerne une catégorie bien particulière de personnes, les dépositaires de l'autorité publique ou chargés d'une mission de service public ou investis d'un mandat électif public. Peu de nos concitoyens, donc, y sont exposés, ce qui invalide a priori toutes les objections au projet de loi au nom de l'égalité du citoyen devant la loi, l'un des tantras habituellement récités dès lors qu'il est question de la responsabilité des élus. En l'espèce, la question n'est pas d'assurer un traitement égal à des égaux, mais des traitements inégaux à des personnes que leur position place dans des situations inégales, d'où mon second point. Inséparable de la fonction, le délit de prise illégale d'intérêt, en bonne logique, ne devrait pas pouvoir être apprécié in abstracto sans tenir compte des conditions d'exercice réelles de la dite fonction. Or, qu'impose la fonction à des élus? Assurer la surveillance toujours, le fonctionnement parfois, d'organismes directement liés à la collectivité qu'ils gèrent et qu'ils représentent ès-qualité dans ces organismes, établissements publics, associations, sociétés d'économie mixte, offices, HLM. Les élus n'ont donc le choix qu'entre deux chefs d'inculpation potentiels alternatifs, le défaut de surveillance en cas de dérive des organismes dont ils sont censés assurer la surveillance ou la prise illégale d'intérêt. Tout cela pourrait passer pour simple jeu de l'esprit, sans conséquences pratiques, jusqu'à l'arrêt Ville de Bagneux qui a été rappelé. Et comme ça a été rappelé dans cette affaire, 4 élus municipaux de la commune de Bagneux, le maire, 2 adjoints et un conseiller municipal, ce qui montre que la question concerne tous les élus et donc ne peut être réglée par le biais d'une démultiplication des délégations. 4 élus donc ont été condamnés pour prise illégale d'intérêt pour leur participation aux délibérations et aux votes attributifs de subventions à diverses associations. Parmi celles-ci, les associations municipales et intercommunales qu'ils présidaient ès-qualité, sans indemnité particulière et en vertu des statuts mêmes de ces organismes. Je conseille donc aux élus d'apprendre par cœur et de se réciter tous les matins le dernier attendu de l'arrêt, je cite, « L'intérêt matériel ou moral direct ou indirect pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal, qu'il importe que ces élus n'en aient retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal. Si cela ne s'appelle pas marcher sur la tête, je voudrais bien qu'on m'explique ce que c'est. L'arrêt Ville de Bagneux concerne seulement les associations, mais il pourrait s'appliquer à la virgule près à tout organisme extérieur d'une collectivité, voire aux EPCI dont il est membre. Ainsi, lors du vote de la dotation de compensation de l'impôt économique transféré ou de la dotation de solidarité communautaire, tous les membres du conseil communautaire, par définition intéressés en tant que délégués communaux, pourraient être inculpés de prise illégale d'intérêt. Il pourrait s'appliquer aux conseillers généraux votant pour une subvention relative à leur commune, et si l'on pousse le raisonnement au bout, pour le budget du département, condition de possibilité des subventions communales. Qu'un juge d'instruction puisse demander à des élus siégeant ès-qualité, toujours sans rémunération, au conseil d'administration de la régie départementale des transports
poursuivis pour leur participation à la commission d'appel d'offres ou la dite régie soumissionnée, qu'il puisse leur être demandé s'ils avaient des enfants bénéficiant du transport scolaire départemental, montre qu'aucun délire n'est exclu. La manière la plus simple de s'en prémunir, c'est celle choisie par cette proposition de loi, préciser ce qu'il faut entendre par prise illégale d'intérêt, non pas la satisfaction d'un intérêt quelconque, mais celle d'un intérêt personnel, distinct de l'intérêt général. Troisième point, cette modification qui concerne exclusivement l'article 432-12 du Code pénal laisse inchangée toute la section 3, chapitre 2, titre 3, livre 4, manquement au devoir de probité du dit Code pénal. Inchangé l'article 432-10, concussion, 432-11, trafic d'influence, 432-13, pantouflage, 432-15, soustraction et détournement de biens. Au sein même de l'article 432-12, elle ne concerne pas les cas où existe un intérêt personnel propre, même légitime de l'élu, question abordée par les alinéas 2 à 5 de l'article. Alinéas qui ne s'appliquent d'ailleurs qu'aux élus municipaux des communes de moins de 3 500 habitants. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire, mais nous n'en dirons rien. Par exemple, j'ai moi-même fait l'expérience, en tant que maire d'une commune de moins de 3 500 habitants, j'ai demandé, j'avais l'intention de louer des locaux municipaux pour faire un bureau, quand je suis devenu sénateur. J'ai demandé à la commission, j'ai demandé conseil donc au service central de prévention de la corruption, si je pouvais le faire. Il m'a été déconseillé de le faire. J'ai évidemment suivi l'avis de ce service qui joue un rôle tout à fait essentiel. Donc là, il y avait bien, l'intérêt était parfaitement légitime en suivant la procédure, etc. Donc c'était impossible, très bien. Donc c'est même pas ça, c'est même pas un intérêt propre, c'est un intérêt donc personnel, qui ne serait pas personnel. Donc il serait assez étrange de voir refuser la modification de bon sens proposée ici, alors que des pratiques autrement plus attentatoires à la moralité publique prospèrent sans susciter d'émoi particuliers. Ainsi, si un ancien employé d'une entreprise spécialisée dans la gestion des services d'eau, d'assainissement ou d'ordures ménagères, devenu maire, ne peut pas participer à l'instruction des affaires relatives à l'association qu'il préside Escalité, il peut parfaitement, en toute légalité, concéder ses services municipaux, bien sûr en respectant le formalisme de l'appel à concurrence, à son ancien employeur. On pourrait appeler ça du pantouflage à l'envers. Le pantouflage, proprement dit, étant réprimé ou plutôt limité, on en a des exemples, par l'article 432-13 du Code pénal. Avec ce paradoxe que soulignait déjà le rapport de l'année 2000 du Service central de prévention de la corruption, je cite, « Comment, malgré un cadre juridique si rigoureux, un sentiment de suspicion peut-il se faire jour? Comment le pantouflage en vient-il à être stigmatisé, même lorsqu'il ne constitue pas une infraction ?» Même lorsqu'il ne constitue pas une infraction. L'expression parle d'elle-même. Je conseille donc la lecture de ce rapport aux âmes particulièrement chatouilleuses sur le chapitre moralité publique, ou plus exactement émotion médiatique. Cinquième point, pour apprécier l'effet pratique et humain de la législation, on ne peut se contenter de dire que la répression du délit de prise illégale d'intérêt est mesurée. C'est le seul point sur lequel je ne suis pas totalement d'accord avec notre rapporteur. D'abord, les statistiques fournies par la chancellerie sont pour l'essentiel antérieures à l'arrêt Ville de Bagneux, qui change entièrement la donne, concevez-le. Ensuite, plus que la lourdeur des peines directes et complémentaires, dont on peut raisonnablement penser qu'elles ne concernent que des prévenus ayant manqué à leur devoir de probité, paradoxalement, c'est la légèreté de bon nombre des peines prononcées qui interroge. Que penser des dispenses de peine, sinon qu'elles sanctionnent quelqu'un d'honnête? C'est évidemment de ces élus dont nous parlons. Les autres n'ont que ce qu'ils méritent. Il y a peu de condamnations, nous avez-vous dit, Monsieur le ministre, en commission des lois, et vous l'avez rappelé, elles sont légères, et vous avez dit parfois justifiées. Quel aveu! Si ces condamnations sont parfois justifiées, c'est que souvent elles ne le sont pas. Oui, c'est dans le rapport. Ah, je ne me permettrai pas d'inventer. Notre rapporteur a replacé notre réflexion dans une continuité historique remontant à Saint-Louis et à Charles VI. Charles VI, l'inoubliable auteur d'une ordonnance sur le blasphème dont je vous conseille la lecture. Charles VI, qui fut d'abord le bien-aimé
avant de sombrer dans une folie meurtrière et de devenir Charles le Foll. J'y vois comme un signe, s'agissant de notre code pénal, sous-section prise illégale d'intérêt. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Jean-Pierre Vial, au titre de l'Union pour un mouvement populaire. Madame le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, toute personne doit répondre de ses actes et de leurs conséquences autant sur le plan civil que sur le plan pénal. Non seulement cette règle de droit commun n'échappe pas à la personne investie de l'autorité publique, fonctionnaire, élu, officier ministériel, mais son application en est fréquemment élargie, voire durcie, en vertu d'un principe très simple, que le porteur de cette autorité publique doit être un garant de l'autorité qu'il représente ou de la fonction qu'il assume. Le droit administratif a construit dans le temps, sur la base d'une jurisprudence et d'une doctrine solide, la notion de la faute détachable ou non du service et de ses conséquences. Sur le plan pénal, le simple fait de commettre une infraction en étant investi de l'autorité publique entraîne le durcissement de la sanction, voire de la qualification, pouvant aller jusqu'à criminaliser des faits qui n'auraient reçu qu'une qualification délictuelle au regard du droit commun. Les domaines d'activité de plus en plus variés et complexes relevant du champ public et du champ privé, notamment dans le domaine économique, ont conduit l'autorité publique et le législateur à mettre en place des contrôles de déontologie de plus en plus rigoureux. Ces principes et cette rigueur doivent être une règle et une exigence. Mais cette exigence de droit ne peut aller sans la précision de la règle et de son caractère normatif, et cela d'autant plus quand, en matière pénale, on s'éloigne du caractère intentionnel des faits pour n'en retenir que le seul caractère matériel. Il y a quelques années déjà, Madame Chandernagor, non pas en sa qualité de romancière, mais en qualité de rapporteur du Conseil d'État sur l'activité législative, soulignait les risques du nombre croissant de textes législatifs, de l'insécurité juridique qui pouvait en résulter. Combien de fois des magistrats ne nous ont-ils pas soulevé les difficultés qui en résultaient pour eux, allant même jusqu'à considérer que dans bien des cas, la difficulté pour eux ne résidait pas tant dans l'appréciation des faits qui leur étaient soumis, mais de la bonne application des textes au regard de leur nombre, de leur diversité, voire de leur complexité. Les élus locaux, qui ne l'oublions pas, sont la plupart du temps des élus de petites communes, avec des services administratifs très réduits, voire inexistants, amenés escalité à représenter la collectivité et l'assemblée dont ils émanent au sein de ce que l'on appelle communément les organismes extérieurs. Qu'ils soient de droit public ou de droit privé, ces établissements publics ou associations parapubliques concourent à l'action publique locale en rendant des missions d'intérêt public ou d'intérêt général irremplaçables. Dans notre droit positif, la prise illégale d'intérêt se définit comme un manquement au devoir de probité de la part de toute personne exerçant des fonctions publiques. Or, l'absence de qualification précise de la notion d'intérêt a conduit la jurisprudence la plus récente sur ce point émanant de l'arrêt de la Cour de cassation que je ne reprendrai pas pour avoir été longuement développé. Ainsi, dans un de ses considérants de l'arrêt précité, la Chambre criminelle, la Cour a indiqué que l'infraction est constituée même s'il n'en résulte ni profit pour les auteurs, ni préjudice pour la collectivité, comme cela a été longuement développé. Dès lors, la Cour considère que la prise illégale d'intérêt ne se consomme pas par le seul abus de sa fonction, indépendamment de la recherche d'un gain ou d'un avantage personnel. Non seulement les effets de cette jurisprudence n'auraient plus aucun lien avec la notion de probité à préserver, mais entraîneraient de lourdes conséquences à l'égard des élus qui refuseraient à l'avenir d'assumer des décisions, des responsabilités ou des représentations dans des structures extérieures qu'ils considéraient comme susceptibles de leur faire encourir ce risque. Mes chers collègues, nous sommes tous dans des assemblées délibérantes. Nous sommes pour beaucoup dans des commissions permanentes. Qui, dans cet hémicycle, n'a pas participé, j'allais dire, je vais peser mes mots, à ces échanges où un tel lève la main en disant « Monsieur le Président, je vous demande de ne pas me mettre au procès-verbal » ou un autre, parce qu'il est inattentif et parle à son collègue, est interpellé en rappelant « Tu es président de l'EPAC, il faudrait peut-être que tu te fasses mettre hors procès-verbal ».
tu es président du CALPACT ou de la DIL, il faudrait peut-être que cette décision ne te concerne pas. En un mot, il y a des fois où on se regarde pour voir si le quorum est encore assuré en ayant exclu tous ceux qui pourraient être concernés par le procès-verbal. Est-ce cela l'application rigoureuse du droit? Eh bien, je crois qu'aujourd'hui, par l'exemple du droit, de sa rigueur et de ces exemples de la vie au quotidien, nous sommes amenés, Monsieur le Ministre, en qualité de législateur, à prendre notre responsabilité. Et je dirais que je suis très sensible, Monsieur le Ministre, à l'état d'esprit dans lequel on vous a senti l'autre jour en commission et à la conclusion à laquelle vous êtes arrivé il y a un instant, en vous rapportant à la sagesse du Sénat ce que l'on attendait, mais dont on n'était pas complètement sûr, jusqu'à ce que vous en prononciez la formule. Voilà, Monsieur le Ministre, effectivement, non seulement la nécessité d'encadrer au mieux l'action publique et d'empêcher des dysfonctionnements, voire paralysie, la présente proposition de loi vise à définir plus précisément la prise d'intérêt illégal. À travers cette proposition de loi, notre collègue Bernard Sauget, dont je tiens à saluer l'initiative, a su concilier deux impératifs qui, l'un et l'autre, garantissent la force et la vitalité de notre vie démocratique, à savoir la neutralité à laquelle doit se soumettre tout agent public et la sécurité juridique qui lui est due en contrepartie. Je tiens à souligner qu'à travers cette nouvelle définition, la poursuite d'un intérêt moral sera toujours sanctionnée au même titre que la recherche de profits matériels ou financiers. En effet, Monsieur le Ministre, ce texte qui est soumis à notre examen ne vise ni à amoindrir la responsabilité des élus et fonctionnaires, ni à assouplir les sanctions, mais à protéger l'action des élus en préservant la neutralité de leur fonction publique tout en réprimant la recherche de l'intérêt particulier. Par ailleurs, la Commission, mesurant les difficultés d'application des dispositions du Code pénal, a souhaité lui attribuer un éclairage plus juste en concentrant la répression sur les comportements relevant des manquements à la probité. En adoptant ce texte, notre Commission s'est voulue intransigeante sur le respect du critère de probité afin de protéger doublement la neutralité de l'agent public. Il est prévu, d'une part, de réprimer les actes qui s'en écartent et, d'autre part, d'indiquer à l'intéressé la mesure du risque délictuel. Je tiens donc à souligner l'excellent travail de notre rapporteure Anne-Marie Escoffier et de l'extrême qualité de son approche, à l'initiative de laquelle notre commission a souhaité modifier l'intitulé de la proposition de loi. Comme vous l'avez indiqué, mes chers collègues, cette proposition vise à clarifier la notion d'intérêt et à lever les incertitudes pesant pour les agents publics sur la compatibilité avec la loi pénale des actes qu'ils sont appelés à commettre ès-qualité. De plus, en ne cantonnant pas les destinataires du texte aux seuls élus locaux, le titre de la présente proposition de loi est désormais en conformité avec le dispositif que les membres du groupe UMP et moi-même souhaitons adopter. En effet, l'article 432-12 du Code pénal concerne non seulement les élus, mais également les fonctionnaires et plus largement les dépositaires de l'autorité publique en charge de missions de service public qui peuvent être des agents de droit privé comme les officiers ministériels. Nous nous réjouissons donc de ce texte qui fait l'objet d'une approche juridique rigoureuse, ayant été adopté à l'unanimité par notre commission des lois. Et pour conclure, Monsieur le Ministre, j'ai bien compris que finalement, s'il n'y avait qu'un dernier doute dans votre esprit, ce n'était pas tant celui de la rigueur morale, de la rigueur juridique, de la pertinence du texte qui était soumis, mais c'était la pesanteur de ce qui pouvait résulter des médias, soyons clairs. Mais notre société n'a-t-elle pas non plus à progresser en comptant sur les médias pour que les médias, et Dieu sait qu'il y a des événements récents, je ne citerai pas lesquels, qui ont montré à quel point notre société, y compris notre jeunesse, ont besoin de normes, de valeurs, de clarté. Et ce n'est pas en restant dans le flou juridique que l'on se fait respecter des médias, mais en montrant aux médias que la règle est aussi respectueuse de vertu et que les médias ont en être les porte-paroles et n'ont pas toujours à dénigrer ce que fait la chose publique. En tout cas, je peux vous dire qu'en concluant mon intervention, je suis un élu de la République, fier de l'être et des valeurs qu'il représente. Merci, cher collègue. Je donne maintenant la parole à Madame Éliane Assassi, au titre du groupe
communiste républicain citoyen, sénateur du parti de gauche. Bonjour. Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire d'État, mes chers collègues, je crois que d'emblée, il me semble utile de dire que la proposition de loi sur laquelle nous sommes invités à nous prononcer n'a pas pour objet de revenir sur une incrimination nécessaire. Les élus qui manquent à leur devoir de probité doivent être sanctionnés. La loi pénale doit garantir aux citoyens le respect de ce devoir. Et toute confusion entre l'intérêt propre d'un élu et l'intérêt public doit donc être lourdement sanctionnée. Toutefois, pour que la loi pénale joue pleinement son rôle de garde-fou, elle doit être parfaitement intelligible. Or, force est de constater qu'avec l'interprétation que lui donne à l'heure actuelle la Chambre criminelle de la Cour de cassation, cet objectif est loin d'être atteint. L'article 432-12 du Code pénal sanctionne, je cite, « le fait pour une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public ou par une personne investie d'un mandat électif public de prendre, recevoir ou conserver, directement ou indirectement, un intérêt quelconque dans une entreprise ou dans une opération dont elle a, au moment de l'acte, en tout ou partie, la charge d'assurer la surveillance, l'administration, la liquidation ou le paiement ». Fin de citation. Pour préciser le champ d'application de cet article, la Chambre criminelle a, au fil de sa jurisprudence, donné une interprétation toujours plus extensive de la notion d'intérêt quelconque. Sanctionnant d'abord la prise d'un intérêt personnel, l'article 432-12 du Code pénal sanctionne actuellement les élus, je cite, « agissant dans l'intérêt communal en dehors de tout intérêt personnel apparent ». Au mépris du principe d'interprétation stricte de la loi pénale, la Cour de cassation a donc choisi de donner une interprétation de plus en plus extensive à la notion d'intérêt quelconque. Comme l'a relevé un analyste, où s'arrête le soupçon lorsqu'il n'est nul besoin d'établir l'intention ni le profit. En glissant de l'intérêt personnel à l'intérêt moral, la Chambre criminelle empêche toute délimitation précise du délit dont peuvent se rendre coupables les élus. Les premières victimes de cette dérive jurisprudentielle ont été les élus municipaux de la ville de Bagneux, condamnés pour avoir participé au vote de subventions à des associations qu'ils présidaient. Ainsi, au terme, cela a été dit, de l'arrêt de la Haute Assemblée d'octobre 2008, confirmant l'arrêt de la Cour d'appel de Versailles, condamnant ces élus, l'intérêt matériel ou moral direct ou indirect pris par des élus municipaux en participant au vote des subventions bénéficiant aux associations qu'ils président entre dans les prévisions de l'article 432-12 du Code pénal, qu'il n'importe que ces élus n'en aient retiré un quelconque profit et que l'intérêt pris ou conservé ne soit pas en contradiction avec l'intérêt communal. Les élus faisaient pourtant valoir qu'ils n'avaient pris aucun intérêt distinct de l'intérêt général dans la mesure où les associations servaient des objectifs d'intérêt communal et qu'ils n'avaient perçu aucune rémunération. Cet argumentaire n'a pas convaincu la Haute Assemblée. Il est pourtant pour le moins choquant qu'en l'absence de tout profit personnel, les élus soient quand même condamnés. La jurisprudence donc actuelle fait peser en effet une épée de Damoclès au-dessus de la tête de chaque élu. Il est donc temps de rendre à l'article 342-12 du Code pénal son véritable sens et c'est la raison pour laquelle nous voterons pour cette proposition de loi. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Daniel Martin, au titre du groupe du Rassemblement démocratique et social européen. Monsieur le Président, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, il appartient au législateur d'apprécier la cohérence de la loi au regard de l'interprétation faite des principes qu'il a posés et de la corriger s'il est nécessaire. Avec cette proposition de loi de notre collègue Bernard Sauger, qui vise à réformer le champ des poursuites de la prise illégale d'intérêt des élus locaux, nous sommes, me semble-t-il, typiquement dans ce rôle. Chacun ici, et on l'a dit, convient que les élus locaux et les fonctionnaires se doivent de respecter une intégrité à toute épreuve, sous peine non seulement de se discréditer, mais de saper également les fondements même de l'état de droit et de la démocratie en général. Cette conviction a d'ailleurs motivé l'adoption de plusieurs lois importantes destinées à éviter le soupçon
du tous pourri, ressenti parfois par nos concitoyens. Je pense en particulier aux lois de 92 et 93 qui ont été votées. Comme l'a rappelé notre rapporteur Anne-Marie Escoffier, le délit de prise illégale d'intérêt, comme celui de favoritisme, sont précisément classés dans le nouveau code pénal parmi les atteintes au manquement du devoir de probité. Ils sont aussi intégrés dans un livre du dit code consacré aux crimes et délits contre la nation, l'État et la paix publique, où l'on trouve pêle-mêle la trahison, l'espionnage, la violation de secrets de défense nationale, l'attentat, le complot, le terrorisme, les groupes de combat, etc. C'est dire l'importance que le législateur a voulu accorder à ces chefs d'infraction. Mais dans sa volonté légitime de lutter contre des pratiques peu recommandables, il a peut-être ratissé un peu large, au risque de mettre dans le même sac des agents malhonnêtes qui doivent être sanctionnés, avec des élus et des fonctionnaires agissant en toute bonne foi. Comment est-ce possible? C'est que pour s'en tenir ici au délit de prise illégale d'intérêt, l'article 432-12 du Code pénal, loin de définir explicitement ce qui est permis et ce qui ne l'est pas, ne fixe aucun contour à la frontière infranchissable qu'il instaure à juste titre entre les sphères publiques et privées. Dans la mesure où le texte d'incrimination mentionne la prise d'un intérêt quelconque et n'opère aucune distinction quant à la nature de cet intérêt, l'interprétation par les juges s'est imposée. De fait, la Cour de cassation considère, et on l'a dit, qu'un intérêt moral ou un intérêt indirect, par interposition de personnes, suffit à caractériser le délit. Par ailleurs, peu importe que l'élu ou le fonctionnaire ait retiré ou non un avantage personnel, et il n'importe pas davantage que la collectivité ait ou non été effectivement lésée. Cette interprétation est sans doute conforme à la finalité du texte d'incrimination qui vise à éviter qu'une personne chargée d'une fonction publique ne s'en serve dans un intérêt personnel ou puisse seulement être soupçonnée de ne pas en user conformément à l'intérêt général. Comme l'indiquait le conseiller d'État rapportant devant le corps législatif le 6 février 1810, rapportant donc les dispositions relatives au délit d'ingérence, je le cite, « La considération qui environne les fonctionnaires naît principalement de la confiance qu'ils inspirent et tout ce qui peut altérer cette confiance ou dégrader leur caractère doit leur être interdit. Mais en condamnant des élus pour avoir participé au vote de subventions destinées à des associations dont il assurait la présidence, la jurisprudence récente a fait peser une épée de Damoclès au-dessus de la tête de tout élu ou fonctionnaire. Nul, si honnête ou si intègre soit-il, ne peut prétendre être à l'abri des poursuites, sauf à vivre en ermite dans sa mairie. Il résulte de cette pesante incertitude juridique un risque de paralysie de l'action publique locale, on l'a souligné, et surtout un profond sentiment de malaise dont témoignent les exemples concrets qui ont été présentés par nos collègues de la Commission des lois. En réalité, cette situation délictueuse s'arrête là où le soupçon n'a plus cours, et il appartient au juge du fond de faire le partage entre les cas où la décision publique ne peut être soupçonnée de partialité et ceux où elle peut l'être. Certes, fort heureusement, les magistrats savent faire la part des choses et prononcent des peines symboliques lorsque la probité de l'élu ou du fonctionnaire n'est pas en cause. Il n'en reste pas moins qu'une condamnation, fût-elle de principe, n'est jamais neutre. Donc, face à de telles approximations et incohérences, que faire? La marge de manœuvre est étroite, tant il est vrai que dans une matière aussi sensible, une réforme peut alimenter le soupçon d'auto-amnistie et être mal accueillie par l'opinion publique. Il nous appartient donc de réagir sans la moindre ambiguïté et avec la plus grande fermeté. Oui, la lutte contre toutes les formes de corruption est un préalable indispensable à l'autorité de l'État. Raison de plus pour refuser les amalgames les plus douteux. Ne rien faire, c'est accepter que des élus ou des fonctionnaires soient injustement livrés à la vindicte publique et contribuer à alimenter le sentiment du tous pourri. Sans doute faut-il d'abord et avant tout renforcer la prévention, c'est-à-dire l'information. La bonne connaissance du risque par les élus, quelle qu'en soit la nature, est en effet une condition sine qua non à sa mesure, à sa maîtrise. Mais convenez, Monsieur le Ministre, que les arguments juridiques ne manquent pas en faveur d'une révision de l'article 432-12 du Code pénal. On l'a, je crois, suffisamment démontré. Sa rédaction n'est pas satisfaisante et entraîne des situations kafkaïennes, vous l'avez dit vous-même. La proposition de loi qui nous est présentée aujourd'hui vise à remplacer les termes intérêt quelconque, notion très aléatoire, par les termes intérêt personnel, distinct de l'intérêt général, qui vise l'intérêt particulier. Je ne vois donc pas quel mauvais signal nous enverrions à l'opinion publique et même aux instances internationales. Loin de diminuer la responsabilité des élus, le texte apporte plus de sérénité dans la gestion publique locale.
On ne peut accepter que les élus désertent les associations. Ils devraient siéger, escalité, comme représentants de leur collectivité, par peur d'être poursuivis. Cela pose un vrai problème en termes de contrôle par la collectivité du bon usage des fonds par les associations qu'elle subventionne. On l'a dit avant moi. C'est pourquoi le groupe RDSE, en son entier, et ce n'est pas souvent le cas, votera ce texte. Peut-être même aurait-il souhaité une réflexion plus large sur les zones de fragilité des élus locaux, gestion de fêtes, favoritisme, accident au cours d'une manifestation, marché public, délégation de services publics, liquidation et reprise d'un passif d'une association subventionnée, reprise d'une activité en régie. La jurisprudence sur tous ces sujets témoigne de leur complexité. En tout cas, pour le moment, c'est sans hésiter que nous voterons donc ce texte. Je vous remercie de votre attention. Merci, mon cher collègue. La discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la Commission. Sur l'article unique, je ne suis saisie d'aucun amendement. Je vais donc mettre aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la... Monsieur le ministre. Prie de m'excuser, j'allais vous demander la parole et j'étais distrait par les félicitations que j'ai adressées au dernier intervenant. Je voulais, mais je serai extrêmement bref, mesdames et messieurs les sénateurs, après avoir écouté non seulement l'auteur, le rapporteur, mais également monsieur Yves de Traigne, monsieur Pierre-Yves Colomba, monsieur Jean-Pierre Vial, madame Eliane Assassi, monsieur Daniel... Ah, pardon. Ça n'était pas terminé la discussion générale? Si. Ah oui, pardon. Et monsieur Daniel Marsin, je voulais simplement, mais d'une phrase, dire que j'ai bien entendu vos remarques et également le fruit de votre expérience de terrain sur ce sujet. Et vous avez encore aujourd'hui enrichi le débat en commission. Je voulais simplement ajouter que le gouvernement a compris la démarche de votre commission des lois, celle de concilier deux impératifs qui garantissent notre vie démocratique, à la fois la neutralité à laquelle doit se soumettre strictement tout agent public, élu ou fonctionnaire, et la nécessité juridique qui lui est due en contrepartie. Nous avons bien conscience que votre proposition ne vise pas à réduire le champ d'application du délit de prise illégale d'intérêt des élus locaux, mais simplement de le préciser au vu des arguments que vous avez développés et que j'ai entendus. Les observations que je vous ai adressées au nom du gouvernement ne sont en effet pas incompatibles avec la nécessaire réflexion que le Sénat a engagée et également la clarification recherchée. Je partage bien sûr vos préoccupations d'élus locaux confrontés, comme vous l'avez fort bien dit, parfois à la difficulté de l'application de la loi pénale. Et c'est donc avec les réserves et remarques que j'ai évoquées tout à l'heure et à l'instant que je vous confirme que le gouvernement s'en remet donc à la sagesse du Sénat. Merci, Monsieur le ministre. J'ai une demande d'explication de vote. Monsieur Fouché. Très brièvement, Madame la Présidente, Monsieur le ministre. D'abord, c'est un très bon texte et je félicite Bernard Sauger et ensuite Madame Escoffier qui a travaillé sur ce texte et qui s'est fait d'une manière très plurielle avec d'autres parlementaires. Bon, je crois que c'est un texte essentiel. Hein. Je suis un élu de terrain, je suis avocat aussi, comme un certain nombre d'entre nous. Et je me souviens, il y a quelques années, les gens étaient complètement traumatisés. Et la loi Fauchon est arrivée et elle a permis d'enlever tous ces traumatismes. Je me souviens notamment cette fameuse histoire de Bu qui avait tué un enfant sur un stade à La Rochelle. Et la loi Fauchon, là-dedans, en arrivant, a quand même bien géré les choses. Alors, c'est vrai que l'intérêt quelconque est quelque chose de très risqué. Très risqué. Il y a un risque permanent et les uns et les autres, vous avez pris des exemples. Le maire dont le petit-fils joue dans un club. Au département, c'est vrai qu'on entend très souvent, je siège au département de la Vienne, on entend très souvent les élus, tous horizons, qui disent au directeur ne mettez pas, dites que je ne participe pas au vote. Mais effectivement, il y a ce risque-là aussi. Il peut y avoir des dérives jurisprudentielles, même si on n'a pas beaucoup aujourd'hui. Donc, avec tous les risques que ça représente, une fois que la condamnation est prononcée, incapacité élective, la perte des droits civiques, donc, tout ça peut être très grave. Donc, je crois qu'il s'agit, comme Bernard Sauger le disait, de protéger les élus honnêtes. Et je crois que parler d'intérêt personnel me paraît beaucoup mieux et beaucoup peut correspondre au souhait qui est le nôtre pour un bon fonctionnement des choses. Donc, par conséquent, je voterai naturellement ce texte. Merci, chers collègues. Y a-t-il d'autres demandes d'explication de vote?
Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix l'article unique constituant l'ensemble de la proposition de loi. Ceux qui sont favorables à son adoption voudront bien l'exprimer en levant la main. Unanimité. Je vous en remercie. Monsieur Sauget. En quelques instants, Madame la Présidente, remercier toutes les personnes qui ont participé à ce débat, aussi bien en commission qu'en séance publique. Je voudrais remercier en particulier notre président de la commission des lois, Jean-Jacques Hyest, et notre rapporteur Anne-Marie Escoffier, qui a fait un très très gros travail. Je la remercie, elle a été tout à fait dans l'esprit du texte. Je voudrais aussi associer une fois de plus mon collègue et ami Pierre-Yves Collombat, parce que nous sommes les deux pères spirituels, en fait, il n'y en a pas qu'un, nous sommes deux sur l'affaire, et je voudrais que ce soit bien compris, car lui, en tant que vice-président national des maires ruraux en particulier, il a fait un gros travail là-dessus aussi. Remercie également tous nos amis qui sont intervenus au titre de leur groupe politique. Bien sûr, Yves Détraigne, lui, il a été magistrat à l'époque à la Chambre régionale des comptes, donc il connaît les choses. Pierre-Yves Collombat, je viens d'en parler. Jean-Pierre Vial, lui aussi, a été président de conseil général et brillant avocat également. Alain Fouché, il vient de le dire qu'il était avocat, bien entendu. Eliane Assassi aussi, bien entendu, et je suis content que le groupe CRC s'y associe. Daniel Marsin pour le RDSE, parce que, effectivement, on se rend compte que sur tous les bancs de cette Assemblée, tout le monde a été unanime pour voter cette proposition de loi qui, à mon avis, tombe sous le sens. Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier également, parce que dans l'évolution de votre estimation des choses, lorsque vous êtes arrivé il y a 3 semaines, effectivement, en commission des lois, vous étiez, j'allais dire, néophyte en la matière, et on vous avait donné un texte que vous aviez lu, et ma foi, effectivement, vous n'étiez pas au courant du contexte général, j'allais dire. Et je vous remercie d'avoir pris de votre temps pour l'évolution de la position du gouvernement sur cette affaire. Le fait d'arriver à la sagesse nous convient tout à fait parfaitement. Et vous le voyez d'ailleurs, c'est à l'unanimité. Et je suis assez fier de la Haute Assemblée pour ce genre de choses, parce que nous savons avoir les pieds sur terre et tenir compte de l'intérêt général. J'espère simplement, et j'ai déjà pris quelques contacts, que nos amis parlementaires députés auront à cœur de faire inscrire cette proposition de loi rapidement, car eux aussi, ils sont élus comme nous. Ils sont élus, ils sont présidents de conseils généraux, ils sont maires, ils sont présidents de conseils régionaux. Donc je pense que pour eux aussi, ça les concerne directement. Et je pense qu'ils auront à cœur, effectivement, d'avoir cette inscription rapide. Je vous remercie tous. Merci, chers collègues. Merci, Monsieur le ministre. Bernard Sauget a donc souhaité clarifier la notion de prise illégale d'intérêt afin, dit-il, d'enlever l'épée de Damoclès au-dessus de la tête des élus. La prise illégale d'intérêt est passible de 5 ans de prison. Il a donc souhaité limiter les poursuites pénales aux seuls élus qui en retirent un bénéfice personnel. Cet après-midi, les sénateurs examinent une proposition de loi communiste sur le recours collectif. Ce recours permet à plusieurs consommateurs victimes d'un même préjudice d'engager des poursuites communes. Vous pourrez suivre en direct sur Public Sénat à partir de 15 h ce débat dans l'hémicycle. Très bonne journée.